Quel est le véritable prix de la survie quand le monde entier appelle de ses vœux ta disparition immédiate? La ville se réduit alors aux dimensions d'une unique colline escarpée et fortifiée. Rome n'a rien de la métropole de marbre dont se souviendront les descendants. Ce n'est qu'un refuge immonde, exhalant une odeur de sueur. Un camp retranché où grouillent esclaves fugitifs, parias et aventuriers désespérés. Ils sont enfermés à double tour sur les hauteurs du Palatin. En cette fin d'été de l'an 750 avant notre ère, la jeune colonie étouffe dans un isolement politique total. Autour d'elle se dresse un mur de silence et d'hostilité. Les tribus voisines éconduisent chaque ambassadeur avec un mépris non dissimulé, refusant aux Romains le droit fondamental à des mariages légitimes. En substance, leurs voisins leur dénient méthodiquement tout avenir biologique. Pourquoi une poignée de va-nu-pieds acculés, privés du moindre allié, décide-t-elle de franchir le pas qui garantira une guerre contre des forces supérieures? Comment un festival religieux pacifique se transforme-t-il en un acte de terreur de masse, posant à jamais les fondations sanglantes d'un futur empire? Tandis que sur le Palatin, les forges soufflent et affûtent les courts glaives de bronze, un plan froid mûrit dans les vallées. Romulus prend une décision, froide, pragmatique, absolument impitoyable. Il se livre à un calcul simple et sans âme. Sans femme, la communauté s'éteindra inévitablement en une seule génération. Les illusions sont écartées. Le fondateur annonce de grands jeux, les Consualia, une fête en l'honneur d'une divinité antique, des conseils secrets. Des messagers romains s'empressent de porter les invitations dans tous les villages environnants, chez les Séniniens, les Crustuminiens et les Sabins. L'appel se veut ostensiblement pacifique. Comme l'écrivit Tite Live, les Romains dissimulèrent délibérément leurs véritables intentions sous un masque épais de cordialité et de piété. Mais derrière cette large hospitalité se cache un piège cynique et mortel. Romulus est un chef extrêmement dangereux et sans scrupules, prêt à briser de sang-froid les tabous les plus anciens pour assurer la survie démographique de son peuple. Les Sabins arrivent avec leurs familles entières, descendant des collines pour voir de leurs propres yeux la nouvelle cité. Les hommes ont laissé leurs armes chez eux. La foule remplit la dépression entre les hauteurs, serrée épaule contre épaule. Le soleil brûle les peaux. L'air tremble sous l'effet de la chaleur et de la poussière sèche soulevée par les sabots des chevaux dans l'arène. Le lourd bourdonnement des voix couvre temporairement la tension croissante des miliciens romains. L'illusion d'une fête insouciante ne tient qu'à un fil. Romulus occupe la place centrale sur une estrade de bois. Une pause, un geste, un signal imperceptible pour les invités. La fête s'interrompt en une fraction de seconde. Les Romains bondissent de leur siège comme des chiens de meute lâchés sur leur proie. Ils s'enfoncent en une formation compacte dans la foule détendue des invités désarmés. Un chaos brutal, mathématiquement planifié, commence. Coups d'épaule sourds, déchirement des tuniques de là. La force brute et dénudée brise les rangs serrés des spectateurs, tranchant impitoyablement les familles en deux. On arrache les jeunes femmes des mains de pères hébétés et de frères pétrifiés. Les cris de terreur et de rage sont instantanément noyés sous le piétinement de centaines de pieds lourds. Pas de lame nue, seulement la cruauté primitive et écrasante d'une capture organisée. La survie physique de la communauté s'achète ici et maintenant, dans les nuages de poussière suffocante et la bousculade. Les Romains traînent leur butin vers les hauteurs, derrière les fortifications de bois du Palatin. Les lourdes portes
se referme avec un choc sourd. L'attrait d'une solution radicale à un problème fondamental porte ses fruits immédiats. À l'intérieur du périmètre de Rondin massif se trouvent désormais des centaines de futures mères. L'état fragile reçoit une chance précieuse de perdurer. Mais au-delà de la palissade, une menace mortelle et inéluctable s'épaissit rapidement. Les voisins outragés quittent la vallée déserte, sous le choc. Une humiliation d'une telle ampleur exige une réponse symétrique immédiate. Le droit archaïque de la vengeance du sang, qui ne connaît pas de prescription, entre en vigueur à la minute même. Les fugitifs romains ont provoqué de leurs propres mains une guerre d'extermination totale. Ce conflit naissant ne laisse plus aucune place au compromis ou à la diplomatie fine. Récupérer les filles volées et rayer à jamais ce camp immonde de la surface de la terre, c'est désormais l'unique objectif obsessionnel de toutes les tribus environnantes. Dans l'air épais du soir, flotte une odeur distincte de guerre imminente. Les Sabins ne pardonnent jamais une trahison aussi vile. Dans toutes les vallées ceignant la colline du Palatin, un mouvement organisé s'amorce. Dans l'obscurité naissante, de nouvelles pointes de lance sont forgées sans relâche. Des hommes silencieux appliquent de la peinture sur leur visage et leurs boucliers de bois. Sur le mur, un jeune milicien romain serre convulsivement la poignée rugueuse de son glaive, une sueur froide lui inondant les yeux. Il comprend une chose: il n'y a nulle part où reculer. Les sentinelles voient dans les ténèbres de nouveaux feux de signalisation. À chaque heure, ils deviennent effrayamment plus nombreux, se fondant en un arc lumineux continu qui se resserre lentement autour de la fortification isolée. Les Romains ont cruellement gagné du temps, mais ils ont perdu à jamais le droit à l'erreur. Ils scrutent l'obscurité avec tension. Chaque scintillement à l'horizon présage l'arrivée prochaine de la colossale milice des Sabins, menée par leur roi impitoyable, Titus Tatius. Tandis que les feux de Titus Tatius illuminent l'horizon, le rassemblement de la colossale milice de vengeance s'achève dans les colonies sabines. Le roi des Sabins ne se précipite pas. C'est un pragmatique au sang-froid qui transforme méthodiquement le mécontentement épars des voisins en un mécanisme d'extermination unique. La milice grandit de jour en jour. Tatius envoie des ambassadeurs dans les colonies les plus reculées. La diplomatie du monde antique ignore les grands discours sur la justice. C'est un marchandage brutal. La vie des Romains s'échange contre des promesses de butin bien précises et de nouvelles terres. Les petits chefs marchandent avidement leur part du futur pillage. Le prix de l'alliance est connu d'avance: l'effacement total du Palatin de la mémoire humaine. Aucune pitié n'est prévue. Les rumeurs du massacre imminent se répandent dans les vallées, empoisonnant de peur ceux qui se terrent derrière les murs de bois. Mais la fureur se révèle être un piètre stratège. La tribu des Séniniens décide de frapper la première, refusant d'attendre l'arrivée des forces principales sabines. Leurs détachements envahissent brutalement les territoires romains, brûlant les rares champs et emmenant le bétail. Les guerriers veulent laver l'affront de l'enlèvement sur le champ. Les Romains ripostent comme l'éclair. Romulus fait sortir la milice par les portes de la fortification. Les lourds boucliers de bois se rejoignent en une ligne unie. Une marche forcée à la rencontre de l'ennemi commence. Les adversaires s'affrontent en terrain découvert. Le choc est bref, mais d'une violence extrême. Les pointes de lance en bronze percent les cuirasses de cuir. Les Séniniens ne résistent pas à la poussée monolithique des Romains, qui n'ont absolument nulle part où reculer. La formation des Séniniens se fissure et se désagrège. Au centre du chaos sanglant,
Romulus repère le roi des Séniniens, Acron. Le combat entre les deux chefs décide de l'issue de la journée. Ce n'est pas un duel pour l'honneur, mais l'élimination physique d'un rival politique. Le chef romain porte un coup précis, fatal. Acron s'effondre lourdement sur la terre piétinée. L'exultation des vainqueurs assourdit la vallée. Romulus dépouille personnellement l'ennemi tué de son armure, offrant ses premières dépouilles opimes à Jupiter. Les Romains retournent sur le Palatin en triomphe. Les prisonniers séniniens survivants suivent docilement les vainqueurs. Paradoxalement, les femmes sortent à la rencontre de leurs ravisseurs, voyant désormais en eux leur seul protecteur. C'est le triomphe de la survie. Mais l'euphorie d'un instant cache un véritable abîme. À la fin des premiers mois d'automne de l'an 750 avant notre ère, la joie d'une victoire facile se dissipe. La déroute des Séniniens et les victoires sur d'autres petits voisins ne sont qu'un prélude sanglant. La véritable menace n'est pas encore entrée en jeu. Titus Statius tire une leçon glaciale de l'erreur de ses alliés impatients. Il rassemble ses forces en un seul point. Des milliers de guerriers avancent lentement vers Rome, d'un pas lourd et inéluctable. L'isolement diplomatique du Palatin devient absolu. Personne ne viendra à la rescousse. Toutes les voies de retraite imaginables sont coupées. Depuis les murs, les sentinelles romaines observent la progression de l'immense armée et ses rangées de lances à perte de vue. Les rumeurs d'une extermination totale imminente pénètrent derrière les fortifications, brisant la volonté des soldats les plus faibles. Les ennemis ne prévoient pas de faire de prisonniers parmi les hommes. Les miliciens seront méthodiquement égorgés. Les femmes seront rendues à leurs anciennes familles. La ville elle-même doit être réduite en cendres. Telle est la volonté inflexible du chef sabin. Titus Statius mise sur une supériorité numérique écrasante et sur l'effondrement psychologique de l'adversaire avant même le début de l'assaut. La peur de l'attente paralyse. Les Romains renforcent fiévreusement leur position, stockant de l'eau croupie et des vivres maigres. Les glaives de bronze sont affûtés jour et nuit, jusqu'à user les pierres. Romulus répartit durement ses détachements sur les points clés. L'avantage stratégique reste pour l'instant du côté de Rome. Il contrôle les hauteurs. Le Palatin est solidement protégé par des pentes escarpées et une haute palissade. La colline du Capitole a été transformée en une citadelle imprenable, confiée à la garnison la plus forte et la plus aguerrie. Tant que le Capitole tient, Rome peut espérer survivre à un siège épuisant. Les Sabins s'approchent au plus près, dressant un immense camp militaire au pied même des collines. Titus Statius évalue les parois rocheuses abruptes. Un assaut direct coûterait un prix inacceptable. Il perdrait des milliers de guerriers sur ces pentes raides. Le calcul militaire suggère une autre voie, plus efficace. La diplomatie de la force brute cède discrètement la place à celle de la corruption. Les chefs sabins portent au bras gauche de lourds bracelets d'or. Des bagues ornent leurs doigts. Ce métal précieux brille d'un éclat terne à la lumière des feux du soir, attirant l'attention soutenue des gardes sur les murs romains. Le siège s'éternise, les réserves s'épuisent. Dans cette vallée condamnée, Romulus va recevoir une leçon brutale. Il réalisera bientôt le véritable prix de la loyauté humaine face à la mort. L'éclat des parures sabines se transforme lentement en un nœud coulant, prêt à se resserrer sur la gorge de l'imprenable Capitole. Le nœud coulant se resserre lentement, mais inéluctablement. Et tandis que Romulus scrute avec une tension croissante les feux du camp ennemi, la trahison s'accomplit dans un silence total,
assourdissant. Un siège épuise toujours méthodiquement les forces physiques. À la fin du premier mois d'un automne profond et glacial, les réserves de vivres sur les hauteurs escarpées de Rome fondent à vue d'œil. L'eau fraîche devient la plus précieuse des valeurs. Le chef des Sabins, Titus Statius, ne jette pas ses guerriers dans un assaut frontal suicidaire contre les rochers. Il attend, de sang-froid. Il utilise le temps qui s'étire comme l'arme la plus fiable. Et cette arme trouve sans faillir le maillon faible de la défense romaine. La fille du chef de la garnison du Capitole, Spurius Tarpeius, descend au-delà des murs de bois pour puiser de l'eau nécessaire au rituel sacré. Elle quitte le périmètre sécurisé de la forteresse. Près de la source, les sentinelles sabines l'interceptent sans bruit. Les historiens antiques consignent ce tournant sans l'ombre d'une compassion. La rencontre ne se termine pas par l'usage de la force. Un marché sec, d'un cynisme absolu, s'engage. Le regard de la Romaine ne tombe pas sur les lames acérées des lances, mais se rive au bras gauche des soldats ennemis où brillent de lourds bracelets d'or. La loyauté de la cité assiégée se brise contre une soif de gain aveugle, juste au bord de l'eau. Tarpeia est la première à proposer le marché. Le prix de la reddition de la principale citadelle romaine est formulé de manière brute. Elle exige ce que les Sabins portent au bras gauche. Titus Statius accepte sans hésiter. L'accord est conclu sans le moindre tourment moral, fruit d'un calcul froid des deux côtés. La jeune fille retourne derrière la palissade, portant avec elle non seulement une cruche, mais aussi l'arrêt de mort de sa propre garnison. Les Sabins achètent les clés de Rome pour quelques morceaux de métal brillants. Une nuit épaisse descend sur les collines. Un brouillard dense dissimule tout mouvement. Un détachement de guerriers sabins d'élite gravit sans bruit la pente raide et rocailleuse du Capitole. Leur respiration est régulière, leurs pas mesurés. Les plaques de bronze sur leurs cuirasses sont solidement attachées pour ne pas émettre le moindre son. Les lourdes portes de chêne de la forteresse s'ouvrent lentement de l'intérieur. C'est Tarpeia elle-même qui les libère. L'ennemi pénètre sans obstacle dans le sein des seins de la défense romaine. Les sentinelles romaines découvrent la brèche trop tard. Le silence léthargique explose instantanément en cris et en cliquetis de métal. Une panique soudaine surgit. Les défenseurs, totalement désorientés dans l'obscurité, n'ont pas le temps de former leur mur de boucliers. Les Sabins agissent méthodiquement, portant des coups précis et fatals. Ils égorgent la garde du poste en quelques minutes. La hauteur principale est définitivement perdue. Les Romains sont privés de leur avantage stratégique crucial. La perte humiliante de la forteresse, sans même un combat d'envergure, devient un fait irréversible. Tarpeia se tient parmi les envahisseurs, réclamant bruyamment son paiement, les mains tendues vers l'or promis. Titus Statius regarde la traîtresse avec un mépris glacial. Les Sabins respectent strictement les lois archaïques du sang et détestent viscéralement la trahison, même lorsqu'elle leur apporte une victoire facile. Le chef donne un ordre bref: exécuter la condition du contrat à la lettre. Lui donner exactement ce qu'il porte au bras gauche. Or, les guerriers sabins ne portent pas seulement des parures précieuses au bras gauche. Ils y tiennent aussi leurs lourds boucliers de combat, faits de bois dense, recouverts de cuivre épais. Titus Statius est le premier à arracher le sien et à le jeter avec force sur la jeune fille. Un deuxième guerrier l'imite en silence, puis un troisième, un dixième. Les masses lourdes de bois et de métal s'abattent sur la romaine. Elle s'effondre avec un gémissement sourd sous le poids insupportable. L'exécution terrifiante s'achève rapidement. Des coups sourds, aucune pitié. Le véritable prix est payé intégralement.
Tarpeia périt sous un monceau de boucliers. Les Sabins brûlaient de laver l'affront par le sang, mais ils ont acheté la victoire par la trahison, prouvant que l'or a toujours pesé plus lourd que l'honneur, même à l'aube de la civilisation. Le matin dévoile une réalité catastrophique pour les Romains. La garnison du Palatin se réveille et contemple avec horreur la colline voisine. Au-dessus des murs du Capitole se dressent désormais les lances ennemies. L'équilibre stratégique est anéanti. Les Sabins contrôlent la hauteur clé et sont prêts à dicter les conditions d'une capitulation totale. Romulus réalise l'ampleur du désastre. Son territoire est coupé en deux. Attendre une mort lente derrière les murs de bois devient insensé. Sa survie exige des actions immédiates et radicales. Le chef romain prend la seule décision tactique possible. Les défenseurs doivent descendre les premiers du Palatin. Ils ont l'obligation d'attaquer les forces supérieures des Sabins directement dans la dépression, avant que l'ennemi n'ait le temps de consolider ses nouvelles lignes. La milice se range d'un air sombre devant les portes. Les visages des guerriers sont couverts de poussière grise. Ils serrent fermement les poignets de leurs glaives, sachant qu'un choc frontal les attend dans la vallée humide du Forum. Cette même vallée, qui, sous les pluies d'automne incessantes, s'est transformée en un bourbier profond et impénétrable. Ce bourbier attend en bas. La dépression du Forum a toujours recueilli l'humidité des hauteurs environnantes. Sous les pluies de l'an 750 avant notre ère, cette étroite bande de terre est devenue un piège mortel. Des nuages de plomb pendent bas dans un air glacial et humide. La contre-attaque romaine descend du Palatin dans un silence total. Aucun cri de guerre, seulement le son sourd des pas. Les lourdes bottes de cuir malaxent l'argile glissante. Les guerriers de Romulus laissent derrière eux les portes de bois rassurantes, comprenant la rude logique de la guerre. Ils n'ont plus de forteresse, plus d'arrière-garde sûre. Ils n'ont que leur court glaive de bronze et l'ennemi face à eux. Les Sabins forment une ligne dense à l'autre extrémité de la dépression. Maîtres de la hauteur conquise, ils jouissent d'une supériorité tactique absolue. Leur chef, Metius Curtius, s'avance loin devant, monté sur un grand cheval de guerre. L'animal frappe nerveusement le sol, projetant des mottes de boue. C'est un défi psychologique, une démonstration de confiance face à un adversaire épuisé. La distance se réduit. Les Romains accélèrent le pas, passant à une course lourde qui coupe le souffle. Les boucliers de bronze se rejoignent pour former un mur unique. Le choc frontal est brutal. Un impact, un craquement de bois assourdissant. La ligne de front se courbe sous une pression colossale. Au centre du chaos, une brèche dangereuse apparaît. Metius Curtius y voit une opportunité et dirige son cheval droit sur les rangs romains. Les sabots frappent les boucliers. Le poids du cavalier et de sa monture, lancés à pleine vitesse, déchire la formation monolithique. Les Romains tombent. Une brève euphorie gagne les Sabins, tandis que leur chef s'enfonce profondément dans les positions ennemies, semant la confusion. Son glaive porte des coups précis. Les Sabins hurlent de joie, prêts à s'engouffrer dans la brèche pour achever les défenseurs de Rome. Le triomphe dure à peine quelques secondes. Le cheval de Metius fait un bond brusque en avant, mais la terre se dérobe sous ses sabots. La croûte de boue séchée s'effondre avec fracas. L'animal s'enfonce jusqu'au poitrail dans une vase noire et fétide. C'est le Lacus Curtius, un marais traître au cœur de la vallée, dissimulé sous une fine couche de poussière et de feuilles mortes. Le cheval se débat sauvagement, mais ne fait que s'enfoncer davantage.
Le cavalier sabin, lourdement armé, devient une cible impuissante. La boue épaisse entrave ses mouvements plus sûrement que n'importe quelle chaîne. Métius tente désespérément de dégager ses jambes, mais la vase glaciale l'aspire inexorablement. Les Romains voient la vulnérabilité soudaine du chef ennemi. La peur cède instantanément la place à une rage aveugle. Ils se jettent dans le marais pour achever le commandant embourbé. Cette décision tourne à la folie tactique. L'infanterie lourde romaine saute dans la tourbière, et leur cuirasse de cuir s'imbibe d'eau en quelques secondes. Le poids les tire vers le fond. Les hommes s'enlisent jusqu'à la taille. Les javelots sabins volent depuis une distance sûre, frappant ceux qui ne peuvent plus bouger. Métius Curtius se défend, utilisant le bord de son bouclier comme unique appui, rampant lentement vers l'arrière sur les corps de ses propres soldats. Après de longues semaines de tensions croissantes, consécutives au consualia, la nature elle-même porte un coup aux deux armées. Le brouillard matinal finit par se dissiper, laissant les adversaires figés dans une profonde stupeur. Ils prennent alors conscience d'une réalité nouvelle. Le champ de bataille leur est activement hostile. Le fond de la vallée n'est plus qu'un vaste bourbier. Toute avancée agressive promet un enlisement certain dans la fange, tandis qu'une retraite sous un feu croisé s'avère impossible. Le paysage se transforme en un instrument imprévisible de destruction physique, brisant les os et coupant le souffle plus sûrement que n'importe quel acier. Un instant, la caméra se fixe sur le visage d'un milicien romain anonyme. L'eau glacée lui monte jusqu'à la poitrine. Respirer devient un supplice. Ses côtes sont comprimées par le poids de sa cuirasse de cuir détrempée. Tandis qu'il extirpe sa jambe gauche de la mélasse, une crampe aiguë lui tord le muscle. À ses côtés, un soldat ennemi s'effondre dans un clapotis sourd, son visage disparaissant sous l'eau boueuse sans que personne ne puisse lui tendre la main. Le Romain serre convulsivement la poignée de son glaive, mais il n'y a personne à frapper. L'ennemi principal en cet instant est ce vide noir et aspirant sous ses pieds. Le chaos du terrain brise la volonté des hommes plus vite qu'un choc frontal. Les guerriers perdent définitivement leur formation. Ils ne sont plus des unités organisées, mais de simples survivants. Dans cette promiscuité forcée, les longues lances des Sabins deviennent inutiles, tandis que les glaives courts des Romains s'entravent dans les tuniques de laine et les cuirs gorgés d'eau. Les hommes luttent dans une boue sanglante, se noyant les uns les autres. Le combat de position dégénère en une lutte exténuante pour un simple souffle d'air. L'épuisement paralyse les muscles, les armes glissent des mains. Les deux camps reculent lentement au prix de pertes colossales, tirant par les courroies leurs camarades enlisés. La terre vient de dicter une vérité cruelle. Aucune fureur primitive n'a d'importance quand la nature décide d'engloutir impassiblement les ambitions des rois dans la boue, entre ces collines irréconciliables. Entre ces collines, là où la fange traîtresse vient de dévorer les ambitions des cavaliers, les armées réorganisent secrètement leurs rangs. Les illusions d'une percée fulgurante s'évanouissent. Les chefs ramènent les survivants sur d'étroites langues de terre ferme pour un regroupement fébrile. Plus de manœuvres complexes, seul compte désormais le rang dense et monolithique. Le champion romain, Ostus Hostilius, s'avance loin devant, rassemblant autour de lui l'infanterie lourde, ressource la plus précieuse de la communauté. Les cuirasses de bronze sont maculées d'une épaisse couche d'argile séchante. Les glaives sont sommairement débarrassés de la terre humide, les soldats essuyant nerveusement leurs lames sur leurs manteaux de laine. Hostilius mène la phalange meurtrière vers le centre géométrique de la vallée du Forum,
contournant les zones marécageuses à la recherche d'un sol dur pour porter un coup frontal destructeur. Les Sabins décryptent instantanément la manœuvre. Le chef Titus Tatius aboie un ordre sec et le mur ennemi, fait de bois massif et de cuivre, s'avance inexorablement à leur rencontre. La distance s'amenuise, l'air devient d'une densité insupportable, saturé d'une odeur de métal chauffé et de désespoir. Le choc survient dans un fracas sec et sourd. Le bois robuste vole en éclats contre le bronze forgé, marquant le début de la phase impitoyable du corps à corps. Dans l'espace confiné de la dépression, tout élan est impossible. Des lances volent depuis les rangs arrière invisibles, s'enfonçant aveuglément dans les coups sans défense et les épaules découvertes. La promiscuité paralyse toute manœuvre. Les guerriers sont broyés par une presse vivante. L'air se raréfie, l'oxygène se consumant dans la poussière épaisse et les vapeurs de sueur. La caméra capte une seconde le visage d'un milicien romain portant une estocade. Son bras reste coincé entre deux corps. Il tire sur la poignée, mais l'arme est bloquée. Un fantassin sabin le frappe alors du bord de son lourd bouclier en plein visage. L'os du nez craque. La douleur transperce le crâne et une humidité épaisse lui inonde les yeux, le privant de la vue. Les affrontements sont brutaux, frontaux, sans aucune distance de sécurité. Rien que des coups de poignet rythmés, des coups de coude et des lames courtes cherchant le défaut sous les côtes. Nul ne peut reculer. La retraite est physiquement impossible, les rangs arrière poussant inexorablement ceux de devant. La pression de la masse humaine devient critique, transformant la mêlée en une bousculade physique au cœur des boucliers. Un mur de chair pulsant comprime les cages thoraciques. Les côtes craquent sous le poids de l'équipement d'autrui. Les pieds glissent désespérément dans une fange épaisse où la terre gelée se mêle aux humeurs de centaines de tombées. Tout appui solide a disparu. Tomber dans cette foule enragée signifie une mort atroce et certaine. Les lourdes chaussures de cuir piétinant les corps jusqu'à les transformer en une masse visqueuse. Les Romains s'agrippent les uns aux autres, tandis que les Sabins poussent méthodiquement de leur masse écrasante. Ostus Hostilius taille d'estoc et de taille, sa lame trouvant les jointures des armures ennemies. Il perce littéralement un étroit corridor à travers les rangs serrés des Sabins. Pourtant, chaque ennemi abattu ne fait qu'accroître l'étroitesse des lieux. Les guerriers terrassés ne s'effondrent pas. Ils restent debout, maintenus de toutes parts par les corps des vivants. L'asphyxie gagne du terrain. Les inspirations sont courtes, superficielles. Les poumons brûlent. Les yeux pleurent sous l'odeur âcre des cadavres et des armures éventrées. L'espace clos de la dépression se transforme en un étau gigantesque. Le calcul froid des commandants se brise contre la peur paralysante des soldats qui étouffent sous le poids des armes. Les plaques de métal s'enfoncent dans les chairs à chaque poussée. Cette guerre d'usure extrême sème une panique sourde. Le mécanisme d'annihilation mutuelle fonctionne sans faille. Mais le système nerveux des hommes ne supporte plus cette pression colossale. La panique naît lentement, au cœur même de ce nœud mortel. La peur se propage comme une contagion. Elle ne s'exprime pas par des cris, mais par des pupilles dilatées et des mouvements saccadés. Un soldat sabin lâche sa lance pour tenter de forcer le passage vers l'arrière. Mais ses propres compagnons le frappent dans le dos avec la hampe de leurs armes. Le bloc monolithique romain commence à ployer dangereusement. La pression sabine s'intensifie et leur supériorité numérique sur les flancs devient décisive. Ostus Hostilius
hurle d'une voix rauque pour maintenir le rythme des coups. Mais son cri se perd dans le fracas du bronze et le râle des mourants. Une fatigue profonde paralyse les muscles. Les coups de glaive perdent de leur vigueur. Les lourds boucliers de chêne s'abaissent traîtreusement. Les bras refusent de porter leur poids, laissant les têtes découvertes exposées à des coups fatals. La mêlée dans la dépression du forum atteint les limites des capacités humaines. La phalange cesse d'être une force organisée pour se fragmenter en une myriade de tragédies individuelles, une masse aveugle de chair à l'agonie. Les ennemis halètent au visage les uns des autres, tandis que le bronze affûté fait son œuvre avec une régularité inéluctable. Les Romains cèdent du terrain, refoulés pas après pas, centimètre par centimètre, jusqu'au pied de leurs propres fortifications. Dans le brouillard de poussière et de sueur, la silhouette puissante d'Ostus Hostilius demeure le seul repère. Mais même cet ultime ancrage de l'espoir est condamné. Il est sur le point d'être emporté sur les abords du Palatin, jonché de cadavres. Sur ces pentes raides où s'entassent les morts, la défense romaine s'effiloche irrémédiablement. Les forces s'épuisent, les muscles refusent de soulever le bois gelé des boucliers. Les rangs se fissurent. Tandis que les défenseurs reculent vers les hauteurs, les Sabins poussent en une masse compacte, leur pragmatisme froid brisant les derniers foyers de résistance. Au centre du cercle qui se resserre, Ostus Hostilius porte une estocade désespérée, mais son glaive glisse sur l'armure ennemie. Les lances sabines, elles, ne manquent pas leur cible. D'un mouvement d'une précision fulgurante, le champion de Rome est transpercé. Il s'affaisse lourdement sur la terre piétinée. Nul dernier mot, nul pathos héroïque. Juste le choc sourd d'un corps et le tintement de larmes qui s'échappent. La mort d'Hostilius agit comme un déclencheur, une réaction en chaîne irréversible qui sème la catastrophe dans les rangs de la milice. Une poussière étouffante sature la dépression du forum, occultant le soleil et plongeant les lieux dans une pénombre surnaturelle. L'air vibre d'un chaos sonore qui paralyse la raison. La rupture psychologique monte par vagues, suivant les lois de l'hystérie collective. D'abord, les mains lâchent la poignée des glaives, puis les regards cherchent fébrilement une issue. Les Sabins avancent dans un silence glacial, leurs rangs bougeant en rythme. Un coup, un pas, un autre coup. Ce hachoir monotone détruit le moral romain. Une panique incontrôlée supplante la discipline. Les Romains ne sont plus une armée, mais une foule, mue par le seul instinct de conservation. Les historiens antiques consignent avec une précision froide les signes de cette folie. Les guerriers jettent leurs lourds boucliers, fardeau désormais inutile dans la fuite. Les hommes bousculent leurs propres compagnons pour s'arracher à la zone de combat. La caméra s'arrête sur le visage déformé d'un jeune milicien dont la poitrine halète sous le cuir mouillé. Sa respiration se brise en un râle sifflant. Voyant ses voisins tomber et sentant l'odeur de la mort, sa raison s'éteint. Il se détourne du front sabin et fait un premier pas convulsif vers les portes salvatrices. Cet acte de lâcheté contamine instantanément ses pairs. La ligne de front se fragmente en 1000 tentatives individuelles de survie. Après des heures de carnage, alors que le soleil décline, un désespoir religieux s'empare des Romains. Dans le monde archaïque, une telle défaite signifie que les dieux se sont détournés. La confiance en la protection divine s'évanouit. Si Jupiter se tait, c'est que la colonie est maudite. Cette prise de conscience brise les esprits plus sûrement que les lances ennemies.
Pourquoi tenir si les puissances supérieures ont déjà livré la ville? Une hystérie de masse envahit la vallée. Les hommes hurlent d'impuissance et fuient aveuglément vers le sommet du Palatin, sans plus un regard pour l'ennemi. Les Sabins ne pressent pas le pas, refusant de céder au chaos de la poursuite. Titus Statius contrôle froidement la cadence de l'offensive. Ses guerriers se contentent de marcher dans les pas des fuyards, portant méthodiquement des coups fatals dans les dos sans protection. La peur travaille pour les envahisseurs, poussant les Romains à des erreurs fatales. Dans leur panique, ils trébuchent sur les pierres glissantes et tombent sous les pieds de leurs camarades. Les râles des hommes écrasés par leur propre foule couvrent le cliquetis du bronze. Le chaos est devenu l'instrument de destruction idéal. L'arme ne décide plus de l'issue. Tout se joue sur la volonté brisée des défenseurs, dont l'illusion d'invulnérabilité s'est avérée mortelle. La retraite vire à la débandade. La milice reflue vers le Palatin, ce refuge qui menace de devenir leur fosse commune. Les Sabins les talonnent, leurs pointes de lance effleurant les dos des traînards. La foule se presse contre le passage étroit des fortifications, provoquant une nouvelle bousculade meurtrière. Derrière les fuyards se trouve leur demeure. Devant eux, le mur monolithique des boucliers sabins les serre dans un étau final. Au cœur de cette catastrophe, parmi la poussière et les cris, Romulus réalise que sa communauté est acculée aux portes mêmes du vieux Palatin. Aux portes du Palatin, les Romains perdent leurs dernières illusions. Leur dos s'écrase contre les troncs massifs de la palissade. Devant eux, une forêt de lances sabines. Derrière eux, le silence de mort d'une colonie condamnée. Les femmes, derrière les murs, attendent le massacre. Les guerriers oublient toute tactique. Dans leurs yeux ne se reflète que l'éclat du bronze qui avance. La poussière leur obstrue la gorge, la sueur leur brûle les yeux. C'est l'instant de bascule. Le destin de cette ville ambitieuse semble scellé. Les Sabins flairent la victoire. Leur progression se densifie, devenant pesante. Ce n'est pas l'élan d'une foule, mais la soif carnassière des conquérants acculant leur proie. Ils savourent cette destruction imminente. Le rang sabin surplombe les Romains comme un mur impénétrable de bois et de cuivre. Ils marchent, simplement, pour écraser ce qu'il reste de volonté en face. Chaque pas synchronisé fait vibrer la terre gelée. Le contraste est total entre la terreur animale des fuyards et le pas mécanique des bourreaux. Romulus comprend qu'il perd tout. Son projet grandiose, payé de sang et de trahison, s'effondre. Les ordres se perdent dans le vacarme de la panique. Face à une telle peur, les armes sont inutiles. Dans un désespoir absolu, le chef romain lève ses mains vides vers le ciel voilé. Sa voix déchire le bourdonnement du carnage. Ce n'est pas la prière d'un juste, mais le marchandage âpre d'un pragmatique avec les dieux. Il promet d'ériger un temple à Jupiter Stator. Jupiter, celui qui arrête. Les termes sont clairs. La divinité doit stopper cette fuite honteuse et forcer les hommes à faire face à la mort. Les paroles du roi s'abattent sur la foule comme des blocs de pierre. Elles agissent comme un choc psychologique. La panique a atteint ce point de non-retour où commence le vide. Il n'y a plus nulle part où fuir. Mourir dans le dos devant ses propres portes est l'humiliation suprême. Mourir face à l'ennemi est une chance d'ultime fureur. Ce fatalisme cruel consume la peur. Les hommes réalisent qu'ils mourront avant le crépuscule, et cette pensée les libère de l'effroi. Ils se retournent lentement, en silence.
La caméra se fixe sur un guerrier anonyme. La poussière grise lui fige les traits. Il aspire l'air dans un sifflement, son regard désormais fixe. Sa main blanchit sur la poignée de son glaive. Il fait un pas lourd vers le rang sabin, puis un deuxième. Derrière lui, ses voisins l'imitent. Les rangs des condamnés se reforment sous une pluie de coups. C'est la résignation sombre d'hommes marchant vers leur fin. Sales, épuisés, ensanglantés, ils deviennent un mécanisme d'agression pure, acceptant leur sort en silence. Le silence est rompu par un grognement animal, celui d'hommes ayant perdu tout espoir. Ils se jettent sur les pointes des lances. Le bronze transperce les chairs, mais les Romains continuent de ramper vers l'avant, le long des hampes, pour porter un seul coup de glaive. Le calcul froid des Sabins se heurte à la folie de mort en sursis. Les coups deviennent aveugles, impitoyables. Plus personne ne songe à se protéger. La mêlée devient une destruction mutuelle totale. Dans ce hachoir sanglant, les chefs s'apprêtent à jeter leur dernière force. Dans ce hachoir bouillonnant, Romulus et Titus Statius prennent de concert une décision impitoyable. Se battre jusqu'au dernier homme. Aucun repli n'est permis. Des unités de barrage verrouillent toute issue. La ligne de front n'existe plus. Elle n'est qu'une bousculade continue au centre de la vallée. Les chefs utilisent les vivants comme une ressource consommable. L'objectif est d'une simplicité effrayante. Épuiser l'adversaire, quel qu'en soit le prix. Des unités fraîches percutent le dos de leurs propres camarades épuisés, les poussant de force sur les pointes sabines. Aucun motif noble ici. Rien qu'un calcul brutal pour voir quelles réserves s'épuiseront les premières dans ce chaudron étouffant. Une poussière grise et épaisse se mêle instantanément à une sueur abondante et âcre. Elle se dépose sur les visages des combattants terrifiés, formant une croûte dense et impénétrable. Respirer, au cœur de la vallée du Forum, devient un luxe inaccessible. L'oxygène est totalement consumé dans cette promiscuité insupportable. Dans l'espace étroit entre les pentes abruptes des collines, s'élève un grondement animal, sourd et continu. Ce ne sont nullement les cris de victoire de héros triomphants, mais le râle d'un épuisement physique extrême, au-delà des limites humaines, poussé par des milliers d'hommes. Les lames de bronze se tordent, impuissantes, sous les coups répétés contre les armures adverses. Les épais boucliers de chêne volent en éclats dans un fracas assourdissant, sous la pression colossale des rangs arrière qui poussent. Les guerriers glissent désespérément dans une boue visqueuse et collante. Nulle trace ici du romantisme des batailles valeureuses. Aucun duel élégant au corps à corps. L'affrontement dégénère brutalement en une lutte primitive, bestiale, pour une seconde de vie supplémentaire. La caméra capte un instant un fantassin sabin au cœur même de cette folie. Sa longue lance est brisée depuis longtemps à la base. Il utilise le moignon de bois dentelé qui lui reste, frappant par saccades courtes, totalement à l'aveugle, tentant convulsivement d'écarter de lui la masse monolithique des corps étrangers. Un milicien romain, aveuglé par la poussière et l'humidité, porte une estocade brusque et désespérée vers lui. L'issue de leur choc local ne dépend pas de la maîtrise martiale, mais du hasard aveugle. Un hasard absurde dicte implacablement ses règles dans cette vallée. Le Romain fait un pas lourd et marche sur un fragment lisse d'un bouclier adverse, dissimulé sous une couche de boue piétinée. Sa jambe gauche se dérobe traîtreusement. L'équilibre est instantanément rompu. Le pieu de bois acéré du sabin siffle à 1 millimètre de son cou exposé.
Une glissade ridicule lui sauve paradoxalement la vie. Mais tomber dans cette cohue équivaut à une toute autre sentence. Le soldat romain à terre disparaît instantanément sous des dizaines de bottes lourdes de ses propres compagnons d'armes qui avancent. Son corps est simplement broyé dans le sol meuble. C'est ainsi que se décide le sort du Premier Empire, par des chutes accidentelles et des ratés grotesques dans une boue omniprésente. La densité des corps en lutte devient si anormalement élevée que les lois de la physique commencent à se retourner contre les hommes. Les combattants mortellement touchés, paradoxalement, ne tombent pas. Ils continuent de se tenir strictement à la verticale. Leur corps sans vie, bloqué de toutes parts par les boucliers et les épaules de leurs voisins encore vivants. Ils forment un rempart macabre et immobile, à travers lequel les autres sont forcés de se frayer un chemin. La fatigue brise les hommes de l'intérieur, bien plus vite que le métal ennemi. Les muscles exténués refusent simplement d'obéir aux ordres désespérés du cerveau. Chaque nouveau coup d'épée courte exige un effort colossal, inhumain. Les bras s'engourdissent, les doigts sont pris de crampes douloureuses. Les armes glissent silencieusement des paumes affaiblies, mais personne n'essaie même de se pencher pour les ramasser. Se pencher dans ce chaos signifie une mort immédiate, sous le poids de la foule qui se referme. Les guerriers frappent les visages ennemis avec les champs métalliques et lourds de leurs boucliers, ou assènent des coups sourds avec leurs casques. La panique animale et la rage aveugle se nouent en un seul lien indissociable. La discipline militaire est définitivement anéantie. Les Romains se battent avec l'acharnement absolu de condamnés acculés. Derrière eux, il ne reste que les vieilles portes de bois du Palatin. Il n'y a physiquement plus nulle part où reculer. Les Sabins continuent de presser avec le fanatisme de vengeurs offensés. Ils brûlent d'achever la justice entamée et de rayer cette ville détestée de la surface de la terre. Mais l'énergie primitive de cette vengeance se consume rapidement dans ce chaudron étouffant. Il ne reste que le besoin nu, mécanique, de détruire tout objet se tenant droit devant les yeux. C'est un processus d'extermination mutuelle totalement aveugle et insensé. Les commandants observent cette catastrophe humaine depuis des hauteurs sûres. Leurs calculs froids sombrent dans un chaos absolu. Diriger cette masse bouillonnante n'est plus possible. La bataille commence à vivre selon sa propre logique, terrifiante. Les deux armées se broient méthodiquement et sans relâche dans cette dépression visqueuse. La marge de résistance du matériel humain est épuisée jusqu'à la lie. Le bruit assourdissant et régulier de cette boucherie à grande échelle couvre efficacement toute tentative de donner un ordre. Personne n'entend rien, hormis des râles étouffés et le craquement infini du bois. Mais soudain, à travers ce grondement bas et monotone de destruction totale, un nouveau son commence faiblement à percer. Un son totalement étranger au champ de bataille. Il naît quelque part, haut sur les pentes, résonnant de manière perçante et anormalement aiguë sur fond de catastrophe générale. Ce n'est absolument pas le cliquetis de lames fraîches, ni les appels au combat de réserve qui approchent. L'onde qui arrive déferle avec une intensité croissante à chaque seconde. Les guerriers aux lisières de cette gigantesque bousculade mortelle commencent instinctivement, contre leur propre volonté, à tourner la tête vers les descentes abruptes. Au cœur même de ce chaos paralysant, un facteur capable d'arrêter instantanément les engrenages millénaires de la guerre primitive fait irruption dans un fracas. Au cœur même de ce chaos paralysant, un facteur capable d'arrêter instantanément les engrenages millénaires de la guerre primitive fait irruption dans un fracas assourdissant.
Celles par qui cette boucherie sanglante a commencé refusent leur rôle de victime passive. Les femmes sabines arrachent les lourds verrous de bois des portes du Palatin. Elles ne cherchent absolument pas à se sauver et ne se cachent pas derrière le dos de leurs défenseurs épuisés. Une foule hurlante descend précipitamment vers la dépression du forum. Des centaines de femmes se jettent au centre même de ce hachoir impitoyable. Les historiens antiques consignent ce moment sans la moindre trace de romantisme. C'est un acte de pur désespoir suicidaire. Le risque d'être immédiatement piétiné à mort est absolument réel. Dans les conditions d'une cohue féroce, où des hommes lourdement armés tombent et disparaissent à jamais sous une couche d'argile piétinée, un être sans armure n'a aucune chance de survivre. Mais les Sabines courent droit sur les pointes des lances dressées. Les femmes arrachent leurs vêtements de dessus en courant, exhibant le signe antique traditionnel d'un deuil profond. Leurs cheveux sont ébouriffés, leurs visages couverts d'une épaisse poussière grise et de larmes. Elles s'insèrent littéralement, physiquement, entre les rangs serrés des boucliers de bois qui se rejoignent. Elles repoussent les lames des épées de bronze à main nue. Le métal tranchant entaille la peau, mais leur élan ne faiblit pas une seconde. La caméra saisit une micro-scène au centre de la tuerie. Un vétéran sabin lève haut son bouclier de chêne recouvert de cuivre. Il s'apprête à l'abattre sur la tête d'un milicien romain à terre. La trajectoire du coup mortel est déjà rigoureusement tracée. Soudain, une silhouette surgit entre eux. C'est une jeune femme. Elle serre contre sa poitrine un nourrisson qui hurle. Le vétéran reconnaît en elle sa propre fille. L'enfant dans ses bras est la preuve physique irréfutable d'une réalité totalement nouvelle. Les liens du sang se sont irrévocablement mélangés. Le bras lourd du vieux guerrier se fige en l'air. Ses muscles exténués refusent d'achever le mouvement commencé. Le bouclier redescend lentement. La logique froide et rectiligne de la vendetta se brise net contre un paradoxe biologique insurmontable. La bataille s'arrête net à son apogée. Le mécanisme d'extermination mutuelle totale cale purement et simplement. Les guerriers des deux armées sont à bout de force, leur système nerveux calciné par des heures de peur et une tension physique colossale. Cette dissonance cognitive soudaine porte le coup de grâce. Elle brise instantanément la volonté de poursuivre la résistance. Un homme ne peut physiquement pas trancher la gorge du père de son petit-fils. Il ne peut achever le mari de sa fille en la regardant droit dans les yeux. Les frontières rigides, éprouvées par les siècles, entre les siens et les autres, s'effondrent totalement en quelques minutes. Les femmes brandissent les nouveau-nés tels des boucliers humains. Ces nourrissons deviennent l'argument le plus puissant et le plus cynique de l'histoire de la diplomatie antique. Les pleurs stridents des femmes percent le brouillard épais de sueur et de vapeur. Ces sons aigus étouffent méthodiquement le cliquetis métallique des armes. La soif de sang de masse se heurte à un choc paralysant absolu. Les Sabines forment une chaîne humaine ininterrompue, se dressant comme un rempart dense entre leurs pères enragés et leurs nouveaux maris romains. Le massacre est interrompu de la manière la plus radicale. Les armes ne trouvent plus de cible. Les Romains abaissent lentement leurs lames courtes. Les Sabins cessent de pousser de leur masse écrasante. Un silence pesant commence à reconquérir rapidement l'espace dans cette vallée étouffante. On n'entend plus que la toux lourde et rauque des soldats qui suffoquent. Les femmes posent un ultimatum dur, sans compromis. Le ton de leurs exigences ne souffre aucune contestation. Elles hurlent directement au visage sale des chefs déconcertés. Si vous voulez continuer ce carnage, vous devrez d'abord nous tuer. Tuez vos filles, tuez vos épouses. Piétinez vos enfants dans cette boue froide, ici et maintenant. Le choix est formulé de manière extrêmement concrète. Si les Sabins gagnent aujourd'hui, les femmes resteront à jamais veuves.
Si les Romains gagnent, elles perdront à jamais leur père et leurs frères. Dans cette guerre, la notion de victoire n'existe pas pour elles. Par conséquent, la victoire ne reviendra absolument à personne. Elles refusent d'être un trophée docile 2 fois la même année. Le droit séculaire à la vengeance archaïque tombe en cendres grises. Les Sabins étaient venus ici avec un but précis: laver l'affront d'un enlèvement cynique par l'extermination totale de l'ennemi. Ils prévoyaient de raser le refuge fangeux des fugitifs. Mais leur propre bien vivant leur dicte désormais fermement de nouvelles conditions de survie. Le choc entre l'agression primitive et le calcul politique subit une défaillance totale. La foule d'hommes armés jusqu'aux dents reste frappée de stupeur. Les armures de cuir sont trempées d'humidité. Des gouttes lourdes tombent des lances abaissées dans les flaques stagnantes. Les soldats respirent avec peine, regardant les vêtements déchirés de leurs filles et les yeux vides de leurs ennemis. Le désir de frapper est totalement consumé. La tension se dissipe dans la terre gelée. Continuer à se battre devient physiquement et psychologiquement impossible. Les doigts se desserrent d'eux-mêmes. Les boucliers tombent dans la fange fétide. Les armées se figent, immobiles, parmi des centaines de corps écrasés de leurs propres semblables. Le roi Romulus et le roi Titus Statius comprennent toute la profondeur de la rupture systémique qui vient d'avoir lieu. Leurs ordres ont irrévocablement perdu toute force. La volonté des armées est paralysée par l'intervention directe des femmes. La colère de cette foule immense refroidit rapidement, ne laissant derrière elle que la froide conscience de perte colossale et insensée. La vallée suppliciée se fige dans l'attente d'un compromis, celui-là même qui jettera les bases d'une nouvelle réalité. Ce compromis naît dans un silence lourd et sourd. La vallée suppliciée du forum s'immobilise. La boucherie totale s'interrompt au sommet de l'extermination mutuelle. L'air refroidit lentement. Il ne vibre plus des cris humains déments et du cliquetis sourd du bronze. Au centre même de l'espace vide qui s'est formé, parmi des centaines de corps déchiquetés, 2 leaders se rencontrent. Le roi Romulus et le roi Titus Statius. Ils font des pas lourds et mesurés l'un vers l'autre. Sous leurs bottes de cuir trempées, les hampes de bois brisées des lances craquent sèchement. Ils marchent directement sur les corps sans vie de leurs meilleurs guerriers. Aucun remords ne se lit sur leurs visages durs. Aucune excuse publique pour le bain de sang organisé ne retentit. Seul un calcul politique froid, absolument pragmatique. Les 2 chefs comprennent clairement une vérité immuable et cruelle. La guerre ne s'arrête que lorsque les 2 camps sont totalement exsangues. La poursuite de cet affrontement insensé signifierait l'anéantissement physique total des 2 peuples. Il ne conclut pas la paix dans de clairs temples de marbre, ni autour de tables de négociation recouvertes de tissus précieux. Il scelle ce traité historique directement dans la boue fétide, étroitement entouré de milliers de cadavres en décomposition. C'est le dénouement le plus cynique que la jeune histoire humaine ait pu offrir. Les ennemis irréconciliables d'hier, qui brûlaient de s'effacer mutuellement de la surface de la Terre, prennent une décision paradoxale. Ils fusionnent en un mécanisme étatique unique et indissociable. Les Sabins ne repartiront plus sur leurs lointaines collines fortifiées. Ils resteront ici pour toujours. Ils partageront le pouvoir suprême, la terre fertile et les femmes, avec ceux qu'ils prévoyaient encore ce matin d'égorger méthodiquement jusqu'au dernier homme. Titus Statius obtient des droits de co-régent de plein droit. Romulus conserve sa cité fondée sur le sang. Cette alliance politique ressemble à une hypocrisie monstrueuse, impensable, sur fond de corps encore chauds de leurs frères de sang. Mais c'est précisément cette hypocrisie impitoyable
qui pose les fondations inébranlables de la future hégémonie mondiale. Les miliciens survivants et exténués observent en silence la poignée de main des deux rois. Ils s'appuient lourdement sur leurs épées courtes, tordues et émoussées. Romains et Sabins se tiennent mêlés, épaule contre épaule. Ils sont identiquement couverts d'une épaisse croûte d'argile grise séchée et du sang pourpre des autres. Quelques heures plus tôt, un gouffre infranchissable de haine mutuelle primitive les séparait. Désormais, un traumatisme psychologique commun et colossal les lie de manière indéfectible, ainsi qu'une culpabilité commune, indicible. Personne parmi ceux présents dans cette dépression ne rappellera plus jamais la trahison massive et perfide lors de la fête des Consualia. À partir de cet instant précis, commence la construction agressive et délibérée d'un nouveau mythe étatique. La tragédie des uns devient toujours, sans exception, une marche solide pour les ambitions de l'État. Les puissants posent de manière extrêmement cynique la toute première pierre du grand empire directement sur les os broyés de leurs propres frères d'armes. Les soldats morts sont vite oubliés sous une épaisse couche de terre. Les gouvernants survivants obtiennent un avantage géopolitique sans précédent dans la région. Dans la vallée du Forum, une réalité totalement nouvelle et effrayante est en train de se former. Rome cesse instantanément et pour toujours d'être le refuge vulnérable et isolé de fugitifs désespérés. Elle double sa population masculine en une seule journée incomplète. Elle double sa puissance militaire agressive. Deux peuples rudes, aguerris dans une boucherie de positions féroces, unissent leurs immenses arsenaux de bronze. La menace militaire romaine plane désormais comme une ombre lourde et sombre, implacable, sur tout le Latium. Ces mêmes voisins hautains qui, il y a un an encore, refusaient avec dédain aux va-nu-pieds du Palatin le droit à des mariages légitimes, éprouvent maintenant une véritable peur à vous glacer le sang. Aucune tribu environnante ne risquera plus jamais dans l'histoire d'attaquer impunément cette cité bicéphale armée. La profonde crise démographique est résolue radicalement. La ville a arraché cruellement son droit à l'existence. Mais la naissance du futur plus grand empire de la planète est payée exclusivement par une boucherie sans gloire et fangeuse dans un marécage. C'est là que réside la révélation principale et déplaisante des chroniques antiques. Aucune haute morale humaine n'a la moindre importance face à la banale survie de l'État. Les puissances supérieures ne descendent pas des cieux pour rendre une justice équitable. Les États ne se construisent jamais sur le fondement d'une justice absolue et du bien commun. Ils sont forgés de sang-froid dans la trahison vile, le fer froid et les fleuves de sang versés de voisins crédules. La conclusion cruelle et sans compromis de l'historien réaliste résonne de manière sèche et détachée. La marche implacable du temps se distingue par une indifférence absolue, froide et impartiale. L'histoire broie aveuglément les destins de milliers de gens simples et anonymes, uniquement pour modeler, à partir de leur poussière piétinée, un système politique viable. Le cercle de notre récit se referme définitivement. Nous revenons inévitablement au problème initial de la colline fortifiée, solitaire et enfermée dans son isolement. Le prix affiché pour la survie s'est avéré démesurément élevé, mais les rudes fondateurs de Rome l'ont payé sans aucune discussion. Ils ont misé sans équivoque sur la tromperie perfide et la force physique brute. Ils auraient infailliblement perdu tactiquement dans la dépression du lac Curtius, sans l'intervention directe et soudaine de leurs propres captives.
Mais dans une perspective historique globale, ils ont remporté une victoire écrasante et inconditionnelle. L'or des traîtres cupides, les corps piétinés dans le marais visqueux et les larmes de désespoir des femmes, tout cela n'a été qu'un matériau de construction consommable. C'est ce fondement sale, caché profondément sous terre, sur lequel s'élèveront, des siècles plus tard, d'éblouissantes colonnes de marbre blanc. L'histoire humaine ne pardonne jamais la faiblesse politique et l'indécision diplomatique. Tout empire comptant sur une justice abstraite, au lieu d'un acier solide et affûté, et d'un calcul cynique, sombrera inévitablement dans l'oubli. La vie efface impitoyablement de la surface de la terre les gouvernants qui craignent de se salir les mains dans le sang pour l'avenir de leur communauté. Dites-moi, en regardant attentivement ces origines sombres et cruelles de la grande Rome, auriez-vous froidement volé les femmes d'autrui et marché sur les cadavres sanglants de vos plus proches voisins en négociant impitoyablement la vie de votre propre peuple? Ou auriez-vous préféré rester à jamais des justes, disparus sans gloire, dans les pages délavées de chroniques oubliées depuis longtemps?